I have great pleasure to J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à son Excellence le Premier ministre de la République de Malte, M. Joseph Muscat. Je l'invite à prendre parole à devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, comme nous le savons tous, cette année représente un jalon historique pour notre organisation alors que nous commémorons son 70e anniversaire. Les pères fondateurs de cette organisation voulaient transformer les cendres de la Seconde Guerre mondiale en un nouvel ordre qui assurerait la paix, qui ferait progresser la prospérité à l'échelle mondiale, qui soulagerait la pauvreté et qui promouvrait les droits de l'homme de par le monde. Ils voulaient créer ce qu'ils avaient appelé des Nations unies fortes et un monde meilleur. Alors que nous marquons ce 70e anniversaire, arrêtons-nous un moment et demandons-nous si le monde d'aujourd'hui est vraiment un monde meilleur. Dans une époque de négativisme, d'attaque des médias, il serait facile de dire non, il y a de toutes les raisons pour ce faire. Mais notre devoir, en tant que porte-étendard de l'optimisme, et de défier cette logique du pessimisme et de me dire non. En effet, et certes, les problèmes sont nombreux, mais le monde n'a jamais connu un tel degré d'engagement pris par les citoyens du monde, qui regardent au-delà de cette notion traditionnelle de l'État-nation et qui se rassemblent en communauté mondiale. Les Nations unies ont largement contribué à transformer notre monde pour en faire un endroit plus sûr et plus juste pour l'humanité. Les Nations unies ont contribué à l'élimination de maladies, à la promotion de la justice, de la liberté, des droits de l'homme, au fait d'arriver à la paix dans différentes régions du monde et dans la lutte contre les armes de destruction massive, les efforts de médiation, les succès en matière de consolidation de la paix et de maintien de la paix sous les auspices des Nations unies ont permis à davantage de personnes de prendre en main leur destin. Les objectifs de développement du millénaire nous ont encouragés dans notre engagement à tenter de trouver une vie meilleure pour les pauvres et les mal nourris. Et nous venons d'adopter maintenant les objectifs du développement durable. Si une preuve que les Nations unies peuvent vraiment faire une différence devait encore être apportée, eh bien, nous l'avons maintenant. En effet, si nous réfléchissons aux 70 ans passés, je pense que nous pouvons nous enorgueillir de nombreuses choses, mais la question à laquelle nous devons trouver réponse, c'est de ne pas savoir si les Nations unies ont été une force pour le bien. Cela a été tout à fait évident. Mais c'est plutôt de se demander si dans ce monde très différent, les Nations unies sont encore capables de relever les défis de l'heure. Je pense que cette organisation est encore un travail en souffrance. Nous continuons de vivre dans un monde très inégal, qui est entouré de conflits, d'inégalités et d'injustices, des nombreux défis nouveaux sont apparus. Ils sont souvent mondiaux par leur nature et exigent des solutions mondiales. L'année dernière, j'ai insisté sur le fait que nous devions accorder plus d'attention au calvaire des migrants dans la Méditerranée, le berceau de la civilisation qui malheureusement s'est transformé en cimetière. Mon pays se trouve à la croisée des chemins entre le Proche-Orient, l'Europe et l'Afrique. La tragédie qui est en train de se dérouler sur le seuil de notre porte saute aux yeux et c'est une source de préoccupation majeure pour nous. Nous sommes le seul pays en Europe et probablement le seul pays au monde qui alloue 100% de ses ressources militaires limitées pour sauver des personnes en mer chaque jour. Au mois d'avril, nous avons été témoins des funérailles de 24 migrants qui avaient péri avec 800 autres dans ce qui était le pire accident dans la Méditerranée impliquant des migrants. Ces personnes sans nom, eh bien, nous les regrettons tous. Malheureusement, ce ne fut pas la dernière tragédie en date. Et certes, même si beaucoup de personnes ont été sauvées grâce aux efforts concertés par les pays européens, des milliers d'autres ont perdu leur vie durant
voyage très dangereux, un voyage qu'ils doivent parfois entreprendre, forcé, avec une arme sur la tempe à cause des passeurs clandestins sans scrupules. Jusqu'à maintenant, cette année a connu des records en termes de nombre de personnes désespérées tentant de fuir les persécutions, le manque d'espoir, la recherche d'une vie meilleure. Voyez ce qui se passe en mer Méditerranée. Nous le voyons également dans les Balkans. Cela montre qu'il ne s'agit pas uniquement d'un problème méditerranéen ni d'un problème européen. Il s'agit là d'un phénomène mondial qui exige des réponses à l'échelle planétaire. Malte a mis cette situation en exergue depuis des années. Au mois de novembre, nous allons accueillir un sommet qui rassemblera les dirigeants de l'Union européenne et de différentes nations africaines clés. Le sommet de la Valette sera une occasion de renforcer notre dialogue, d'améliorer notre compréhension pour tenter de nous attaquer à ce problème de manière globale, dans un esprit de partenariat et de coopération avec tous les pays concernés. Nous espérons que cela permettra de renforcer les cadres actuels pour agir en matière de migration, mais dans un effort visant à résoudre ce phénomène d'une manière transversale, pour utiliser les occasions et les opportunités qui se présentent tout en relevant le défi du déplacement forcé. La toute première priorité doit être de sauver les vies. Il s'agit de notre devoir moral en tant qu'être humain. L'Europe a intensifié ses opérations de sauvetage et de recherche afin de réduire le nombre de pertes en vie humaine. Nous fournissons aide et refuge aux personnes qui répondent à ces critères. Cependant, une grande partie de l'effort de l'Union européenne nécessite une réponse plus engagée pour s'attaquer à ces passeurs avant qu'ils ne puissent faire mettre à risque la vie de personnes innocentes. La communauté internationale ne devrait pas se faire d'illusions. Lorsqu'il s'agit de ces criminels, il s'agit de personnes qui se nourrissent du désespoir des personnes innocentes. Ils gagnent ainsi beaucoup d'argent qui sert à financer d'autres activités criminelles, probablement le terrorisme. Ces personnes doivent rendre des comptes pour leurs crimes et doivent être traduites en justice. Les efforts déployés pour combattre ces réseaux devraient tout d'abord être renforcés sur le plan national et régional. Une coopération accrue est tout à fait essentielle, et notamment entre les pays d'origine, les pays de transit et les pays de destination. Et notamment grâce à un meilleur partage de l'information et des renseignements et à des enquêtes pénales conjointes. Améliorer des politiques et les façons de lutter contre ces passeurs sont des mesures essentielles qu'il nous faut prendre. Nous allons continuer à accueillir ceux qui fuient la guerre et ceux qui répondent aux critères pour recevoir l'asile. Mais il faut également dire qu'une politique libre pour tous n'est pas à l'ordre du jour. Les personnes qui ne répondent pas aux critères pour recevoir l'asile doivent retourner. Les pays sûrs d'origine qui n'aident pas ceux qui reviennent doivent faire face à des sanctions, et ceux qui coopèrent devraient être récompensés avec une aide supplémentaire et avec un accès au marché. Cependant, s'attaquer aux causes premières de la migration est la seule solution sur le long terme. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs causes, notamment avec le développement. 2015 est une année charnière pour le développement durable et pour l'élimination de la pauvreté. Par le biais de l'adoption du document d'Addis Abeba sur le financement pour le développement, convenu en juillet, et grâce au programme de développement de l'après 2015 que nous venons d'adopter il y a quelques jours,
il y a quelques jours, nous sommes appelés à répondre d'une manière transformatrice aux défis fondamentaux auxquels le monde fait face. Élimination de la pauvreté, arriver à un développement durable et inclusif pour les générations de maintenant et futures, assurer la promotion et la protection des droits de l'homme et des valeurs fondamentales en tant que socle pour avoir des sociétés pacifiques et prospères. Cependant, nous devrions tous être bien conscients du fait qu'il s'agit là seulement d'un premier pas, d'un processus qui ne peut être couronné de succès que si nous sommes fondamentalement engagés à sa mise en œuvre. Mais tous ces efforts resteront lettre morte si nous ne nous attaquons pas de manière résolue aux conflits dans les pays d'origine et de transit, des conflits qui durent depuis très longtemps. Il ne s'agit pas simplement du problème de Malte, ni du problème de l'Europe, c'est le problème de tout le monde. Et les Nations Unies doivent agir, car les Nations Unies sont moralement obligées de le faire. Oui, nous devons réagir à la guerre en Syrie, mais c'est une illusion de penser que en résolvant le problème de la Syrie, tout va se régler et le phénomène de la migration va être réglé. Qu'en est-il de la Somalie, de l'Érythrée, de toute la liste des conflits oubliés qui ont généré des déplacements très importants de personnes? Qu'est-ce que nous allons faire avec le changement climatique qui va probablement déplacer un grand nombre de personnes? Dans le meilleur des cas, ou même dans le meilleur des cas, nous allons vivre dans un monde qui va connaître les déplacements massifs de personnes dans l'avenir. Nous devons comprendre que les gens ont l'espoir d'une vie meilleure pour elles-mêmes, pour leur famille. Et alors que le monde devient de plus en plus petit, sans frontières, les parents, les mères, les pères vont continuer de partir en croyant, à juste titre ou pas, qu'ils vont pouvoir assurer un meilleur avenir pour leurs enfants. Nous devons donc avoir des outils, des instruments, des institutions pour établir des règles et résoudre ce phénomène d'une manière pérenne. Pas seulement un effort humanitaire, mais également un cadre économique, social et environnemental afin de mieux gérer ces flux. Je viens d'une famille de nations qui a été souvent cité dans les médias pour ne pas avoir donné son accord concernant un système de distribution pour les réfugiés. J'ai été un des critiques les plus acerbes en Europe concernant nos échecs. Et cependant, je suis ici en tant qu'Européen fier. Ce n'est que l'Europe qui a agi ainsi jusqu'à maintenant. Alors je me demande simplement, où sont les autres? Est-ce qu'il y a d'autres nations qui se sont mis d'accord comme l'Europe? Alors faisons le premier pas. Les Nations Unies représentent le forum pour ce faire. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-nations ont compris que leur système financier était en ruine et qu'ils ne pouvaient pas essayer d'opérer dans le vide. Les accords de Bretton Woods ont servi de base pour des règles et des institutions afin de faire face à la nouvelle réalité. Maintenant, nous avons besoin d'un nouvel accord de Bretton Woods pour la migration. Des règles et des institutions qui veillent à ce que tous les membres de la communauté internationale, et pas seulement un petit groupe, partagent ce phénomène de la migration massive avec des canaux ou par des canaux juridiques et des instruments pour résoudre ces crises. En d'autres termes, il ne devrait pas y avoir un quota européen, mais un système de quotas à l'échelle mondiale pour les migrants. Non seulement pour cette crise-ci, mais pour toutes les crises. Je vous exhorte de commencer ce débat. Et ne laissons pas ces passeurs clandestins décider pour nous, ces criminels. Nous devons lire ce qui est écrit sur le mur et nous devons établir la base pour que ce nouveau système puisse voir le jour. Un sujet connexe maintenant, dans notre voisinage immédiat. La détérioration de la situation en Libye s'est tellement accélérée que les Nations Unies ont répondu en
assumant un rôle de chef de file pour résoudre ce conflit. Ce conflit est en train de permettre à ces criminels de faire passer des personnes et de prendre contrôle de parties et de pans très importants de leur territoire. Malte appuie les efforts en cours des Nations Unies pour lancer un dialogue national pour la réconciliation en Libye et pour la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Malte a reconnu et s'est félicité d'un accord politique mené par les Nations Unies signé au Maroc au mois de juillet. Les accords permettaient de lancer des consultations avec différentes parties rivales en Libye. Nous espérons que nous arriverons à un accord de paix sans exclusion. Nous devons reconnaître la volonté politique et le courage dont ont fait montre ceux qui ont été à la base de cet accord, de ce projet d'accord, qui tente de résoudre les crises sécuritaires et institutionnelles de la Libye. Le principal défi auquel nous sommes confrontés, nous, les pays voisins de la Libye, c'est d'assurer que la mise en œuvre de cet accord devienne réalité. Tous les acteurs libyens dans ce processus doivent comprendre que c'est leur patrie et que cette patrie doit être sauvée. Une patrie où toutes les hostilités et tous les conflits violents doivent cesser immédiatement. Et pour ce faire, ils doivent participer à un dialogue politique sans exclusion, visant à la réconciliation nationale. Et soyons sincères, si, une fois de plus, un accord n'est pas possible, il est temps que les Nations Unies et la communauté internationale appuient les personnes de bonne volonté, de part et d'autre de ce fossé, et qui veulent arriver à un accord, et que l'on laisse de côté ceux qui, de part et d'autre, ne font que gaspiller l'avenir de leur peuple. Monsieur le Président, cette année est une année très importante pour mon pays. Pour la deuxième fois en 10 ans, nous allons accueillir très bientôt la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. Le sommet a comme thème le Commonwealth, une valeur ajoutée à l'échelle mondiale. Il va culminer par toute une série d'activités, notamment le forum du peuple, le forum des jeunes, le forum des entreprises du Commonwealth et pour la première fois le forum des femmes. Dans l'organisation de cette manifestation et en assurant la présidence du Commonwealth, nous avons l'intention d'examiner des questions qui nous intéressent tous, notamment des défis politiques et sécuritaires mondiaux, notamment la montée sans précédent de l'extrémisme et de la radicalisation, ainsi que des préoccupations en matière de développement, notamment dans le sillage de l'adoption du programme de développement de l'après 2015 et du processus du financement pour le développement, en accordant une attention toute particulière à des mesures pratiques que pourraient prendre les gouvernements du Commonwealth afin d'accélérer la mise en œuvre des résultats de ces processus essentiels. Malte est convaincu que le Commonwealth peut fournir une valeur ajoutée au débat international sur le changement climatique, notamment parce que cette manifestation se tiendra à la veille de la COP 21. L'action du climat va figurer à l'ordre du jour de manière prioritaire. Sachez que cette réunion du Commonwealth se réunit des pays venant de tous les continents, des États insulaires vulnérables aux économies du G20. Ce sommet va jouer un rôle très important pour renforcer la coopération régionale et internationale et apporter son appui à un résultat solide de la COP 21. Nous nous réjouissons d'un résultats concrets lors de ce sommet des Nations Unies sur le changement climatique à Paris au mois de décembre. Nous espérons que l'on arrivera à un accord ambitieux, équitable, équilibré et juridiquement contraignant. Nous devons avoir une approche pratique pour arriver à ces résultats. Malte estime que le changement climatique est un défi majeur de l'heure et s'il n'est pas bien géré, eh bien, il représente un risque pour l'environnement, mais également pour la prospérité économique du monde, le développement et, de manière plus large, la stabilité et la sécurité. En 1988, notre ancien président, feu Vincent Abonnet, a présenté une motion devant les Nations Unies en demandant que le climat du monde soit considéré comme un patrimoine
commun de l'humanité. L'incidence du changement climatique exige une réponse coordonnée à l'échelle mondiale. Malte a été la première à lancer l'alerte à la communauté internationale sur la nécessité d'écouter les mises en garde des scientifiques concernant le changement climatique anthropique. Nous aspirons maintenant à être un facilitateur parmi d'autres pour arriver à un accord équitable. Monsieur le Président, je suis convaincu que ce qui nous lie est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Les défis auxquels nous faisons face devraient nous unir, car nous devons faire face ensemble à ces défis. En tant que porte-drapeau de l'optimisme, nous allons répondre aux problèmes de l'heure avec une détermination plus grande encore. Malte jouera son rôle. Merci. On behalf of the General Assembly, I wish to... Au nom de l'Assemblée générale, je souhaiterais remercier le Premier ministre de la République de Malte de son intervention. Je demande aux représentants